Ok, on va voir comment développer une micro-autorité sur ton marché. Je vais te parler d'une stratégie que j'ai pas inventée, qui vient de Jay Abraham, qui aujourd'hui est responsable selon moi de la majorité de mes résultats, autant professionnels que personnels, pour moi et pour mes clients. Et je vais te la transmettre. Et donc c'est la stratégie de prééminence. Et donc voilà, donc on va voir ça. Déjà peut-être rapidement, pourquoi développer une autorité? Pourquoi devenir une autorité ou une micro-autorité Avant de devenir grand, il faut déjà commencer petit. Donc les avantages de développer son autorité, si c'est pas évident, c'est le meilleur levier de persuasion. Encore une autorité, donc la plupart des gens agissent uniquement sous une autorité totale. Tu regardes les formateurs, ils ont un culte, tous les formateurs ont leur audience, et leur audience sont pour la plupart à un niveau extrême de dépendance du formateur. Donc comment je fais ça? J'ai besoin de l'avis de X. X à remplacer par l'autorité en question. Et donc, les choses sont ainsi, d'accord? Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est pas un jugement moral, c'est juste, les choses sont comme ça. Et donc, développer une autorité, ça te permet de développer un leadership et donc de motiver les gens à l'action, en espérant que ce soit pour leur bien. L'autorité, ça te donne un avantage compétitif. Si tu es reconnu comme une autorité, naturellement, on va te faire davantage confiance, tu auras davantage d'opportunités, et aussi une élasticité des prix. Donc ça veut dire que tu es une autorité, tu peux facturer plus cher, basiquement, tes produits et tes services, parce que ça vient de toi. D'accord? Donc ça, c'est relativement évident en termes d'autorité. Je vais me dire, ok, bah voilà, si demain je suis ultra connu, que les gens reconnaissent mon expertise, forcément, ce que tu dis, c'est évident. Le truc, c'est que même si c'est évident, le problème, c'est que la plupart des gens ne développent pas une autorité parce qu'ils appliquent des principes qui vont les dévaloriser. J'appelle ça le principe de coercition. C'est-à-dire que l'objectif de la coercition, donc nous on est là, mettons, on a d'autres personnes ici, d'accord, donc ça c'est des bonhommes qui ont un problème, et nous notre objectif c'est quoi? C'est d'extirper un maximum de pépettes à ce groupe de personnes, pour s'en mettre plein les fouilles, d'accord? Et donc qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va les manipuler. C'est-à-dire qu'on va utiliser tout un tas de techniques de persuasion, tout un tas de techniques pour leur faire croire que c'est dans leur intérêt de te faire confiance. Et le truc, c'est que, encore une fois, je ne suis pas en train de juger, c'est pas bien ou mal, il y a des choses qui marchent, du moment où il y a une notion de légalité aussi, c'est pas forcément illégal de faire ça. Par contre, c'est pas dans ton intérêt. Je vais t'expliquer. La manipulation, la coercition, il faut comprendre qu'elle est transactionnelle. Ça veut dire que, basiquement, j'ai un produit A à vendre, donc je vais pitcher ce produit pour le revendre. Et quand j'ai un produit B, je vais pitcher le produit B. Quand j'ai un produit C, je vais pitcher le produit C. Et chaque fois, je me réengage dans une forme de persuasion, de manipulation, pour qu'ils achètent mon produit. Et le truc avec ça, c'est que si derrière tu vends quelque chose qui n'est pas qualitatif, ce qui est souvent le cas, tu crées à chaque nouveau lancement de produit, tu augmentes la résistance, parce qu'un client qui avait acheté chez toi, qui a été insatisfait, la fois suivante, il va être plus suspicieux, la troisième fois encore plus suspicieux. Et du coup, tu dois renforcer tes capacités de persuasion, et tu développes en fait une autorité négative, d'accord? Tu développes une mauvaise réputation. Donc on veut vraiment éviter ça. Donc on veut éviter la coercition, on veut éviter de passer pour des piques-assiettes. L'exemple, je vais donner un exemple tout à fait évident. Je ne sais même pas si c'est avec Q, on s'en fout. Je vais donner un exemple tout à fait évident dans la société, parce que quand on regarde le business, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on a le cerveau qui s'éteint facilement et on se déconnecte des principes de base qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. Si tu sors un soir avec des amis, d'accord, chacun à son tour paye sa tournée, donc ça c'est une tournée, ok, sur le bar, ok, et on a Michel ici, là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il paye jamais sa tournée. Lui, il est toujours là, il essaie de profiter, donc lui, il profite des verres, mais dès que c'est son tour, il se casse, et il revient quand, voilà, c'est nous, d'accord, du coup, on connaît tous une personne qui fait ça, et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on commence à s'énerver, si c'est quelqu'un ça peut aller jusqu'au fait qu'on a envie de l'éjecter, en fait, du groupe, parce que c'est un pique-assiette, d'accord? Michel, là, c'est un pique-assiette, et donc, il démontre que il y a toujours une évaluation automatique qui se fait coût-bénéfice dans toute relation, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça m'apporte comme bénéfice d'être ami avec Michel? Qu'est-ce que ça me coûte?
Si Michel il est extrêmement populaire, qui ramène plein de nanas, qui ramène la bonne vibe par exemple, dans le cliché un peu de la séduction, pourquoi pas, s'il paye pas ses verres, on pourra éventuellement lui pardonner, dire hey, il est comme ça et tout, mais parce qu'il apporte un bénéfice largement supérieur à ce qu'il nous coûte, c'est-à-dire quelques verres. Si en revanche Michel, en plus il tire, souvent c'est pas le même, les gens qui sont comme ça, ils ont tendance justement à offrir aussi. Donc, on va voir ça tout de suite pourquoi. C'est une dynamique. Le truc, c'est que Michel, souvent, c'est celui qui tire la gueule, c'est celui qui veut jamais rien payer, c'est celui qui est jamais motivé, c'est celui qui casse les couilles. Tu vois. Donc en général, Michel, lui, il est un peu dans ce cercle vicieux parce que les gens n'ont pas trop envie d'être avec Michel, forcément, enfin, qui a envie d'être avec quelqu'un comme ça. Donc, ça c'est typiquement ce mindset qu'on retrouve sur le web. C'est-à-dire, quelle offre je crée, quel produit je dois créer, comment je dois rédiger ma page de vente pour vendre mon produit. Si tu te poses la question sur comment rédiger ta page de vente, sur quelle idée de produit créer, et que pas à un seul moment tu te poses la question comment faire en sorte que mon produit donne des résultats à mon audience, comment m'assurer que ce que j'enseigne ce soit légitime, à ce moment-là, je suis désolé de te dire, mais tu es dans cette optique du pic-assiette. C'est pas dramatique, je suis passé par là, je pense qu'on passe tous par là à un moment ou un autre, il faut juste en prendre conscience. C'est-à-dire que les gens, on a naturellement en nous cette capacité à ressentir l'intention des autres. Donc si tu sens, on va naturellement sentir les pic-assiettes, on les voit venir à des kilomètres. Et donc du coup, si tu es toujours dans cette optique de vendre sans apporter vraiment une réelle contribution, eh bien très rapidement le marché va prendre conscience que tu lui coûtes plus que ce que tu lui rapportes. Et donc tu engendres une réputation négative. Donc tu ne crées pas d'autorité là, tu crées juste une réputation négative. Donc nous on veut éviter ça. Et donc la solution pour éviter ça, la solution pour créer un effet boule de neige positif et faire grossir ton autorité, c'est ce que nous propose Diabraham avec la prééminence. Donc le principe de prééminence, qu'est-ce que c'est? Le but, donc il y a un mantra, c'est « je veux te servir et non te vendre ». Voilà. Donc c'est assez contre-intuitif. C'est-à-dire que on est vraiment dans un état d'esprit de donner. Et tu vas voir vraiment, c'est donner et sans demander. D'accord? C'est-à-dire qu'on est l'inverse du pic-assiette. Donc le pic-assiette, il est là, il y a des ressources, il y a d'autres personnes ici qui possèdent des choses que le pic-assiette veut, et il va tout faire pour prendre sans donner. Et disons-le, à un niveau ou un autre, le 98% de la société, là j'exagère peut-être un petit peu, mais pas tant que ça, sont des pic-assiettes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout l'inverse, c'est arriver et donner. Donc, tu vois ton ratio coût-bénéfice, d'un coup, il crève le plafond. Tu apportes énormément et tu coûtes quasiment rien. Et qu'est-ce qui se passe forcément dans ce cas de figure-là? Donc ici, Michel, lui, il se fait évincer parce qu'il coûte plus qu'il rapporte, et on va naturellement se diriger vers, je sais pas, Jacqueline par exemple, qui apporte énormément, et donc Jacqueline, elle devient magnétique pour les gens, d'accord? C'est-à-dire qu'elle apporte la bonne vibe, elle apporte des solutions aux problèmes. Je veux dire, si t'as quelqu'un qui arrive et qui résout ton plus gros problème, ou qui t'aide à avancer en direction de la solution que tu désires, forcément, il a une valeur immense pour toi dans ta vie, d'accord? Donc, on crée un mouvement, un magnétisme en étant celui qui apporte la valeur, en étant celui qui sert son marché. Voilà. Et ça, c'est très con comme idée, d'accord? Mais je te garantis que si tu fais ça, ça va complètement renverser le truc. Et je vais te montrer comment on va faire ça dans un instant. Ton objectif, c'est de devenir l'expert de référence. D'accord? Devenir l'expert de référence. On va voir comment faire ça tout à l'heure. Parce que, enfin, il y a une sorte de devoir moral derrière, il y a une sorte de... Enfin, c'est pas un devoir moral, mais c'est une mentalité qu'on veut vraiment développer, et tu veux vraiment faire la différence avec cette seule idée-là. Je veux dire,
Au lieu d'aller, par exemple, si je reprends l'exemple de la soirée, au lieu d'aller en soirée pour te mettre l'ambiance, va en soirée pour mettre l'ambiance. D'accord? Sois celui qui apporte la fête. Tu es la fête. Parce que la fête, c'est la somme de la vibe de chaque personne. D'accord? Si sur 500 personnes, il y en a 499 qui tirent la gueule, ça va être compliqué d'avoir de l'ambiance. Donc, chaque personne apporte. Et donc, sois celui qui apporte plus que les autres. Et ne dis pas que je vais apporter de la vibe juste pour pouvoir recevoir en retour. Et donc, parce que du coup, on sentirait l'intention cachée, tu vois. C'est comme le gentil garçon qui paye un verre à la dame, et la dame a très bien compris son manège et sa manipulation douce qui est dégoûtante pour la plupart des femmes. Donc ce genre de manipulation, quand quelqu'un a une idée derrière la tête, c'est pas bon. Ok, il fait ça parce que derrière, il veut obtenir quelque chose. Donc, non, c'est vraiment pas dans cette optique-là qu'on approche. Et je vais donner des exemples de personnes qui ont bâti leur fortune sur cette idée-là. On a, en tout premier lieu, on a Jeff Bezos, d'accord? Donc, il a le mindset, il parle du mindset du missionnaire versus du mercenaire. Donc, le missionnaire, il s'obsède pour un sujet et il prend position avant que l'opportunité se présente parce qu'il croit vraiment en ça, alors que le mercenaire, lui, il arrive et il veut faire un maximum d'argent et retourner le business. Il parle notamment de customer obsession, donc vraiment de s'obséder par le client, de quelles sont les problématiques du client et comment travailler à partir de là, comment servir mieux le client. D'accord? Donc on revient sur servir avant de vouloir vendre. Et le focus, il est vraiment sur la résolution de problèmes, sur l'apport de valeur. Et l'argent, c'est juste un sous-produit de ce service-là. D'ailleurs, il y a Ray Dalio qui parle de ça, il dit « Je n'ai jamais travaillé pour l'argent ». Ray Dalio, je vais te lire une citation de Ray Dalio, il nous dit « L'argent est un sous-produit de l'excellence, pas un objectif. Notre objectif primordial est l'excellence et l'amélioration constante chez Bridgewater. Pour être clair, il ne s'agit pas de gagner beaucoup d'argent. L'extension naturelle de ceci n'est pas que vous devriez vous contenter de peu d'argent. Au contraire, vous devez vous attendre à gagner beaucoup. Si nous opérons de manière cohérente avec cette philosophie, nous devrions être productifs et l'entreprise devrait bien se porter financièrement. Il y a relativement peu de hiérarchie basée sur l'âge et l'ancienneté. Bon, c'est une traduction de l'anglais avec Google Translate que j'ai fait rapidement, mais Ray Dalio, Bridgewater, enfin c'est le fonds spéculatif numéro 1, quoi. Enfin, je veux dire, donc le mec, il a 2-3 choses à t'enseigner sur comment générer de l'argent. Et vraiment, on voit cette envie de résoudre des problèmes plus que de se concentrer sur l'argent. Alors, ils sont pas en train c'est pas Mère Teresa, d'accord? Ces gens, c'est pas Mère Teresa. C'est pas des gens qui se lèvent le matin avec les petits oiseaux qui les habillent en mode Disney, qui vont faire le bien absolu dans le monde. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ils sont vraiment dans cette optique d'être à l'inverse du pique-assiette. Là où tout le monde veut prendre, eux, ils arrivent et ils donnent. Et ils créent un effet de réciprocité qui est phénoménal. Et c'est ça qui les enrichit. Autre exemple, on a Elon Musk. Tesla investit tous ses capitaux sur le produit et non en publicité. Ce qui est aussi un signe intéressant. Alors on peut dire Elon Musk qui fait de la publicité, il fait du personal branding en arrivant dans les podcasts à gauche à droite, voilà, il ramène sa tronche, il bullshit un peu tout le monde et il fait du drama comme ça sur le web, c'est sa manière de faire de la pub. Mais en attendant, voilà, il y a aussi cet objectif, on a aussi Steve Jobs d'ailleurs qui dit régale des clients. Donc on a vraiment cette optique. Le truc c'est que, tu vois, si tu arrives en soirée et que ton objectif, c'est d'attirer du monde à toi et que tu es toujours en mode à chercher l'attention. C'est fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Donc c'est souvent en train de chercher l'attention. T'es le mec un petit peu relou qui est là, ou la nana qui est là à essayer de grappiller l'attention, genre regardez-moi, tu vois. Et donc ça, personne aime ça, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a vraiment ce sentiment que tu coûtes plus que ce que tu rapportes si tu fais ça. Par contre, si tu apportes de la valeur, alors la valeur, c'est pas ce que toi t'as décidé qui était de la valeur, c'est ce que le marché a décidé qui était de la valeur. D'accord? Je veux dire, si par exemple pour toi, tu as un super conseil en business ou en dev perso que tu as envie de partager avec les gens, tu vas dans une soirée et tu commences à taper ta théorie, la plupart des gens n'ont pas envie de l'entendre parce que pour eux, ça ne sera pas taper une théorie à ce moment à 2h du mat, ça sera pas leur projet de vie, tu vois. Donc la valeur, c'est ce que le marché a décidé qui était de la valeur. Okay, donc Customer Obsession, on part du client, on est là et on se dit okay, qu'est-ce que veut le client concrètement? Et quand on développe ça, quand on développe de la valeur, quand on résout des problèmes, c'est mathématiquement impossible de ne pas gagner sa vie. Quand on résout des vrais problèmes douloureux, des problèmes de fond, d'accord? Ou alors un problème moins douloureux mais pour beaucoup plus de monde.
C'est un marketing plus dur à faire dans la seconde catégorie. Mais, je veux dire, quand on réfléchit comme ça, c'est mathématiquement impossible de ne pas gagner d'argent. Sauf si tu décides de ne pas gagner d'argent. Mais à un moment donné, tu donnes, tu résous le problème, les gens viennent vers toi. Les gens te demandent de l'aide. Les gens te demandent des ressources. Et c'est à ce moment-là que tu peux leur dire, ok, par contre ça, moi je le fais pas gratuitement. Tu vois la force du truc. C'est ça en fait. Alors jusque-là, peut-être, tu me dis, ok, moi je comprends cette logique. On va rentrer dans la tactique un peu plus, dans la pratique un peu plus concrète. J'aimerais juste encore te donner des exemples et puis une citation de C.J. Chilvers. C.J. Chilvers, c'est un rédacteur que je suis depuis longtemps, qui est responsable de beaucoup du contenu qui est créé sur le web pour des grosses sociétés, entre autres. Et il nous dit, donc il parle du millionnaire fainéant, lazy, ou bien lazy billionnaire ou millionnaire, je sais plus. Et il dit, en fait, pour une certaine raison, les milliardaires ou les multimillionnaires, ils aiment toujours écrire, faire du podcast, parler, publier. Je comprends pas exactement pourquoi. Ce que je sais, c'est qu'ils vont pas perdre de temps avec des techniques de publication, des stratégies de publication, des lancements, des tunnels de vente. L'argent, c'est toujours un afterthought, une pensée par après, en fait. Donc d'abord, il crée de la valeur. D'abord, il se pose la question, comment je peux résoudre un problème? Comment je peux apporter quelque chose? Et ensuite, je me pose la question, comment je peux monétiser ça? Parce que si ce que j'apporte, ça a une réelle valeur, ensuite, faire de l'argent avec ça, ça va pas être un gros problème. Et il nous dit toujours, CJ, il nous dit, c'est exactement pour cette raison qu'il gagne. Il crée quelque chose de non ordinaire et parce qu'ils ont des contraintes différentes. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas les questions sur comment monétiser immédiatement ce qu'ils vont proposer. Ils vont d'abord se poser la question comment résoudre un problème. Quels sont les problèmes? Quelles sont les frustrations? Ils vont vraiment partir à la recherche de comment apporter. Tu vois, encore une fois, on a toujours vraiment garde en tête ça. C'est un truc à retenir de cette vidéo, c'est ça. C'est que tu as ce que tu donnes, donc le bénéfice, d'accord? Et il y a ce que tu prends, c'est ce que tu coûtes. Et l'objectif des gens qui ont de l'argent, c'est de se focaliser là-dessus et de passer le plus de temps possible sans demander quoi que ce soit. Parce que ce qui se passe, d'ailleurs, tu prends en direct response, en copywriting, le marketing traditionnel qu'on voit sur le web, c'est ok, je crée un contenu et immédiatement je veux maximiser derrière avec un appel à l'action qui va rediriger vers une page de capture qui derrière ensuite a un tunnel avec un produit, etc. C'est très bien d'avoir une stratégie comme ça pour monétiser, mais le plus important avant de réfléchir à mettre en place ça, c'est qu'est-ce que toi tu apportes? Qu'est-ce que tu contribues? Ils appellent ça en anglais le body of knowledge. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu résous comme problème? Et quand tu es sur un nerf sensible et que tu as une résonance, tu as un signal, tu as des gens qui reviennent vers toi, qui sont intéressés par ce que tu as raconté, à ce moment-là, tu peux te poser la question sur comment je monétise ça. Mais tu verras que naturellement, si tu attends que les gens reviennent vers toi que te sollicitent pour obtenir quelque chose de toi, avant que toi-même tu essaies de leur vendre un truc, parce que dès que tu essaies de leur vendre un truc, c'est un coût, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Tu as un effet de levier sur ton autorité qui est incroyable quand tu fais ça. Toute la problématique, c'est d'avoir le luxe d'attendre le plus longtemps possible. On a par exemple Gary Vee, qui est extrêmement connu, Gary Vaynerchuk, qui a publié du contenu pendant 10 ans, publié. Et il a lancé, il a lancé un produit, je crois que c'est basé sur de la crypto, récemment, après 10 ans, pour te dire. Donc on est vraiment dans cette logique. Alors je dis pas qu'il faut attendre 10 ans, le mec a déjà des business derrière et tout, mais ce que je veux dire, c'est que adopter cette idée de résoudre les problèmes, ça c'est à un niveau profond. Je veux dire, c'est peut-être un truc, ok, si on donne pas de valeur, on n'est pas payé. C'est plus profond que ça, en fait. C'est vraiment à un niveau, c'est l'intensité que je veux te faire passer dans l'idée. C'est vraiment à quelle intensité tu dois faire ça. Je veux dire, si tu observes autour de toi comment se comportent les gens, c'est j'ai été gentil avec lui, il n'a pas été gentil avec moi, j'ai fait ça pour lui, il n'a pas fait ça pour moi. C'est donner, reprendre des sortes de... T'es très attaché à ce besoin de transaction, et souvent on cherche à prendre plus qu'on donne. Mais on a, dans le livre de Robert Cialdini, Influence et Manipulation, on a ce principe de réciprocité,
qui vient de la physique à la base, qui nous dit que si tu donnes 1, les gens auront tendance à rendre 2 pour s'acquitter de leurs dettes. Donc ici, on a une inefficience qu'on peut exploiter, c'est-à-dire qu'on a, une marge de 1. C'est purement arbitraire pour t'expliquer, mais tu vas recevoir plus que ce que tu donnes. D'accord? Principe de réciprocité, plus on donne, plus on reçoit en retour. Le truc, c'est qu'il faut donner les bonnes choses, et c'est pas parce que tu donnes quelque chose à quelqu'un qui va te le rendre forcément. Par contre, de manière générale, sur la moyenne, si sur 100 personnes, tu donnes exactement à ces 100 personnes ce qu'ils veulent, il y en aura peut-être 80 qui vont te rendre le double, en fait. Ok? Donc ça te coûte 100, mais ça te rapporte 160. Et donc, tu as un profit net de 60. L'équation, elle est là, en fait. C'est ça, la base, c'est ça. D'accord? Le business, c'est ça. Voilà. Donc, je donne des exemples aussi plus récents de personnes qui sont en train de... Enfin, une personne qui est en train de cartonner sur le marché US, que tu as sûrement déjà entendu parler, sauf si tu vis dans une grotte ou que tu t'intéresses pas du tout au marketing. Alex Hormozy, gros bodybuildé avec une barbe et une casquette, là. Enfin, tu peux pas la rater si tu suis un petit peu le marché anglophone. Et lui, il est absolument dans cette configuration-là. Et il le dit, si tu suis un petit peu ses contenus, il le dit d'une autre manière, mais il parle exactement de la même chose. Et en fait, il se focus sur 100% gratuit, ultra qualitatif, donc il délivre, et il envoie. Il envoie de la valeur. Et ce qu'il raconte, c'est loin d'être con, d'accord? Et il a un principe, lui, c'est de donner de la meilleure qualité en gratuit que le payant de ses concurrents. Et ça revient à cette idée de servir au lieu de vouloir vendre. Tu vois, là, la plupart des gens vont dire « Ouais, mais si je donne tout en gratuit, les gens vont plus rien acheter. » C'est typiquement le genre de pensée qui est à l'opposé de la prééminence. C'est typiquement la pensée du pic-assiette. Je te le dis, c'est pas méchant, c'est juste qu'on est conditionné naturellement comme ça, c'est de l'avarice, c'est ce que tu entends partout ailleurs sur le web, c'est ce que les formateurs te disent, genre il faut conserver du secret, du machin, nanana. Et c'est en partie vrai, mais le problème avec cette pensée, souvent, c'est que tu vas donner pas le meilleur. Si tu donnes pas le meilleur, comment ils vont ensuite pouvoir acheter chez toi et recevoir le meilleur? Pourquoi ils auraient envie d'acheter si tu leur donnes pas le meilleur en front? Pourquoi ils achèteraient? Pourquoi ils viendraient chez toi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, vraiment, ma philosophie, c'est qu'on est en abondance d'informations. Moi, c'est tout donner en gratuit, et ensuite, 2, tu vends l'implémentation. D'accord? L'implémentation ou l'agrégation. Ça veut dire que en gratuit, les contenus, il y aura un bout de conseil ici, un bout de conseil ici, un conseil ici, un conseil ici. L'implémentation, l'agrégation, c'est vraiment un système complet pensé pour t'amener d'un point A à un point B. On n'est pas des formateurs, on est des facilitateurs. C'est une différence que je t'expliquais juste après. Ok, donc vraiment ça c'est... Voilà. J'insisterai jamais assez sur le fait que c'est la profondeur, l'intensité du truc. C'est pas juste donner pour soi, c'est vraiment donner comme un psychopathe. C'est vraiment, tu te lèves le matin, c'est qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux résoudre comme problème, comment je peux améliorer mes produits, comment je peux améliorer les résultats de mes clients, comment je peux rendre ça plus facile, plus rapide, moins cher. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et c'est beaucoup plus passionnant, t'es en mode contribution. Voilà. Encore une fois, on n'est pas Mère Teresa, on fait ça aussi pour gagner notre vie, mais on sait pertinemment que si on résout un problème mieux que n'importe qui, plus efficacement sur le marché, derrière, récupérer de l'argent, ce ne sera pas un problème. Si tu as un problème pour récupérer de l'argent, tu as un problème au niveau de ton apport de valeur. Tu as un problème au niveau de ce que toi tu délivres. Est-ce que les gens perçoivent comme de la valeur? Si on parle de valeur perçue, en réalité, pour moi, tu crées quelque chose, la valeur perçue, c'est juste ce que les gens jugent être de valeur. Et tu vas créer quelque chose pour lesquels ils jugent être de la valeur. Et donc du coup, tu vois, si tu crées de la valeur perçue, parce qu'il y a aussi, regarde, c'est un truc, je vais faire une petite parenthèse avec ça. Tu as ton produit. Alors, on va faire un truc un peu arbitraire. Donc, tu as la valeur réelle de ton produit. Et ensuite, donc ça, c'est la valeur réelle. Et ensuite, tu as la valeur perçue. Si ta valeur... Tu vois, on dit, voilà, la valeur perçue, l'objectif, c'est quoi en marketing? C'est de gonfler la valeur réelle. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tu gonfles, donc on a ici un supplément, donc qu'est-ce que c'est? Ça, c'est plus de valeur finalement que ce qu'on apporte. Donc ici, moi j'appelle ça de la déception. D'accord? Alors que si tu penses à l'inverse,
Donc tu as ton produit qui apporte cette valeur, donc la valeur, donc là c'est la valeur réelle, et que derrière ta valeur perçue c'est ça, et bien ici, tu as une zone tu régales, tu vois, on appelle ça surdélivré. Ok, donc tu promets moins que ce que tu donnes. Donc voilà, après il y a quelque chose de relatif dans la valeur perçue et la valeur, parce que comment tu cadres le produit va aussi transformer la perception du produit et donc du coup la valeur apportée. Donc c'est pas aussi simple que ça, mais c'est pour te faire comprendre que dans cette idée de vouloir absolument gonfler la valeur, on oublie de regarder le produit et dire okay, comment je peux améliorer mon produit, comment je peux améliorer l'expérience de mes clients, comment je peux améliorer les résultats de mes clients, comment je peux rendre ça plus facile, plus rapide, plus sain, d'accord? Et ça, on n'y pense pas trop. On est concentré sur le marketing, on est concentré sur les conversions, sur le trafic. Et c'est le problème, il est là, en fait. Si tu n'as pas de trafic et tu n'as pas de conversion, c'est que, basiquement, tu ne résous pas un problème mieux que quelqu'un d'autre, en fait. Mieux que les autres. Donc, tout ton problème de trafic, de conversion, tout ça, ça vient d'un problème de résolution. Tu as un problème de manque d'apport de valeur. Ok ? Voilà, donc on va rentrer dans le comment. Donc, première chose, je vais chercher mon stylo. Première chose, focalise-toi sur le receveur et ses meilleurs intérêts. D'accord? Ça, c'est Customer Obsession, c'est qu'est-ce que veut concrètement les personnes que je serve, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs frustrations, et comment ce que j'apporte, c'est la meilleure chose pour eux. Est-ce qu'ils l'entendent en tant que tel? Ok. Deuxième point, contribue avant la transaction. Ok, on donne. On ne se pose pas de questions si on a trop donné. On n'a jamais trop donné. D'accord? Si tu as peur de trop donner en gratuit, c'est que tu ne donnes pas assez. Si tu dis, ok, mais je ne veux pas donner trop, ok, tu as déjà perdu. Parce qu'il y a d'autres personnes ici qui sont en train de donner, enfin, ailleurs sur le marché, qui sont en train de donner. Okay. Donc c'est celui qui donne le plus, qui reçoit le plus de trafic et de conversion. Quand je parle de donner, c'est pas une question de quantité de contenu que tu publies, c'est pas une question de quantité de conseils que tu donnes, c'est avant tout une question d'impact. Si tu crées un contenu qui change la vie d'1 million de personnes, ou si tu crées 1 million de contenus qui changent la vie d'une personne, le premier a plus d'impact que le second. D'accord? C'est pas une question de volume. Bien que le volume va forcément augmenter tes chances de contribuer, mais c'est pas une question de quantité. C'est vraiment avant tout une question de qualité, d'impact, de profondeur. La contribution, elle dépend de la valeur que tu apportes, que la valeur que les gens ont jugé recevoir. Troisième point, démontre de l'empathie. Montre que tu as compris le problème du client mieux que n'importe qui. Quatrième point, prends la responsabilité des résultats. Tu as peut-être déjà entendu ça, on entend un petit peu moins en ce moment, mais sur le web, il y a donc on se pose la question comment optimiser mes conversions pour vendre plus, faire du 1, 2, 5, 4, avec 4, 8, 12% de conversion sur ma page de vente. Donc là, on se pose la question, on prend la responsabilité des conversions. Et par contre, dès qu'il s'agit de conversion sur le produit, enfin de passage à l'action, c'est-à-dire que la personne a acheté le produit, on va faire comme ça, pour pas la confusion, donc ça c'est les étapes, étape 1, étape 2, étape 3, d'accord? Et qu'il y a 15% des gens qui finissent la formation et 1% des gens qui appliquent la formation. Ici, tout d'un coup, qu'est-ce que tu entends dire les formateurs? Tu dis, ah, mais c'est parce que mon audience n'a pas le mindset. Voilà. Donc ici, si tu fais que 2% de conversion, tu vas pas te dire ah non, c'est mon audience qui n'a pas le mindset pour acheter mon produit. Non, tu optimises pour qu'ils passent à l'action. Par contre, dès qu'ils ont acheté le produit, si derrière les conversions à l'action sont basses, à ce moment-là, tu t'en fous. Tu dis non, ça c'est leur problème. Tu vois? Donc c'est typiquement cette mentalité de pique assiette en fait. C'est typiquement cette mentalité de dire voilà, moi j'ai vendu mon truc, maintenant ils se démerdent. Tu vois? Et ça, c'est une mentalité sur le web qui vient de la paresse et de l'avarice. Et donc, on veut éviter ça. Et je te le dis, alors, c'est une stratégie qui a marché pendant des années, qui marche encore, mais de moins en moins.
Parce qu'il y a de plus en plus de compétition, et qui dit compétition dit sophistication du marché, et donc besoin de qualité. On va avoir tout d'un coup, si demain tu as un expert qui fait 10 fois mieux le taf que toi, qui a 10 fois plus de qualifications, qui sert 10 fois mieux le marché, tu peux faire tout le marketing que tu veux, tu vas te faire niquer la gueule. C'est comme ça. Donc, on a ce besoin de se retourner vers le produit, parce que, je veux dire, si 90% de l'effort il est mis sur la conversion et que 10% est mis sur la création du produit, et que toi tu inverses ça, tu dis moi je mets plus que, je sais pas, 10% sur la création de la page de vente et 90% sur délivrer les résultats, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu vas obtenir des témoignages. Il se passe que tu vas gagner de la confiance en ce que tu vends. D'accord? Il se passe que tu vas avoir un effet boule de neige positif. D'accord? Ce qui va faciliter ensuite la vente et donc diminuer ton besoin de vente. Ce qui va te faire vraiment, qui va créer ton autorité et donc faire de toi le conseiller de confiance et donc encore une fois faciliter la vente. Nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est ça, là. Le problème, c'est que c'est un jeu plus long terme. D'accord? Voilà, c'est ça le message ici que je veux faire passer. Point numéro 5, tu veux faciliter la vie de tes clients. Ça, c'est très puissant. Comment rendre plus rapide, plus facile, plus probable le résultat? Et c'est ce que je disais avant, on est des facilitateurs. On n'est pas vraiment des formateurs. Il y a une différence. Le formateur, lui, l'objectif du formateur, c'est j'enseigne un sujet. J'enseigne le copywriting, j'enseigne le marketing, j'enseigne le tricot, j'enseigne la maçonnerie. J'enseigne tous les outils de la discipline pour que ensuite la personne puisse résoudre des problèmes en relation avec cette discipline. Le facilitateur, lui, il pense pas comme ça. Le facilitateur, lui, il dit « j'ai des gens qui sont au point A et je veux les amener au point B. Et mon objectif, c'est pas de leur enseigner toute la discipline, c'est de leur donner les quelques clés, peut-être de plusieurs disciplines, pour les faire passer de l'étape A à l'étape B. Mais je vais pas les former en détail sur la totalité du sujet. Je vais juste me dire, ok, où est-ce qu'ils sont maintenant, quel est leur problème, et ce problème spécifique, quelle solution je peux leur apporter. Donc on facilite le passage de A à B. Je vois trop souvent des formations qui sont Wikipédia ou qui veulent couvrir toute une discipline. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, les gens achètent une formation justement parce qu'ils veulent quelque chose de plus facile et de plus rapide. Mais voilà, le bon équilibre, c'est qu'est-ce que je donne qui va leur permettre de résoudre ce problème, mais qui va aussi leur servir tout au long de leur vie, tu vois. Voilà. Donc, facilitateur et pas formateur. Étape suivante, je vais faire un peu de propre ici. Donc, point numéro 6. Donc, affirme ton opinion. Tu dois prendre position, même si c'est controversé. Par exemple, moi, une de mes positions, c'est que de dire que 99% de ce que tu entends sur le web, c'est du bullshit. Que non, on ne devient pas millionnaire en 3 mois, que non, si on part de zéro, qu'on n'a pas de compétences, dans 3 mois, on ne gagnera pas 10 000 euros par mois. Je connais des gens qui essaient depuis 10 ans et qui ne gagnent pas 5 000 euros par mois. Bon, c'est cas extrême, mais ça existe. Des gens qui font 1 million, je veux dire, j'ai eu l'exemple d'un client qui était interviewé par Antoine BM, et il parlait de son parcours et qu'il avait, je ne sais plus les chiffres maintenant exacts, parce que pas mal de monde qui passe mais dans mes coachings, mais en gros, il avait atteint un objectif, ça lui avait pris 1 année et demie. Et en commentaire, il avait c'était quoi, pourquoi cet échec il y avait un commentaire dans le sens il avait échoué parce que ça avait pris 1 année et demie. Alors qu'en fait, c'était un super résultat. Enfin, la durée 1 année et demie pour faire ce qu'il a fait, c'est relativement court. Mais il y a cette distorsion sur le web de voilà, maintenant si ça prend plus de 3 mois, c'est un échec, tu vois. Alors qu'en réalité, des gens qui le font en 3 mois, c'est très rare. Enfin, je veux dire, voilà, même un professionnel qui lance un nouveau produit, un nouveau business, ça va lui prendre plus de 3 mois en général. Ça dépend, mais voilà. Donc, ça c'est pas. J'affirme mon opinion là-dessus, tu vois. On peut être controversé, on peut ne pas être d'accord avec ça. Moi, c'est mon avis. J'ai commencé en 2011, donc ça fait 12 ans d'expérience. J'en ai vu passer des promesses et des formations et des clients, et j'ai aussi de la data avec mes coachings. Je vois ce qui marche pas. Donc, je m'impose et je dis tout haut ce que pensent certaines personnes tout bas. J'ai d'ailleurs écrit un mail récemment, aujourd'hui, ce matin, par rapport à ça, sur le bullshit, l'ère du bullshit. On m'a dit que c'était un mail très pertinent et intelligent. Ça m'a fait plaisir, merci. Bref. Donc, affirmer son opinion. Point suivant.
aide-les à se focaliser sur l'essentiel. Donc on revient sur la facilitation, genre quelles sont les étapes principales. On donne des conseils, on ne donne pas des informations. Encore une fois, je t'enseigne pas une discipline, je te montre les points importants et comment te concentrer sur ces points importants pour atteindre ton objectif. Voilà, donc c'est 7 points. Dans quel contexte ça s'applique? En fait, ça va s'appliquer avec tes clients, forcément, avec tes équipes, avec tes partenaires, avec tes fournisseurs, avec ta famille, avec tout contact social. D'accord? C'est vraiment un mode de vie, un état d'esprit, un mindset. Genre, j'ai une contribution nette positive. Je crois que c'est Elon Musk qui avait dit ça, comment réfléchir, comment faire en sorte que sur cette planète, tu apportes plus que ce que tu coûtes. D'accord? Je veux dire, dès que tu comprends ça, que tu comprends que l'argent c'est un byproduct, c'est-à-dire que les gens qui ont énormément d'argent, c'est que d'une manière ou d'une autre, ils ont contribué beaucoup plus que ce qu'ils coûtent, que tu le veuilles ou non. Alors ça peut être d'une manière néfaste aussi, genre si tu as un business de cigarettes, mais tu as apporté une valeur aux gens quand même. Même si tu détruis d'autres choses, ça a quand même apporté une valeur parce que les gens ont un problème. C'est une notion d'acceptation sociale. La clope, c'est un fluidifiant, un lubrifiant social, on peut dire, comme l'alcool. Et on résout un problème d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, on apporte une valeur. Donc, je ne suis pas en train d'émettre un jugement moral, je suis en train de dire les choses sont comme ça. Alors, voilà. Je donne encore un petit framework, une petite question à te poser pour bien appliquer la prééminence. Donc, premièrement, si j'étais le receveur, pourquoi je voudrais ça? D'accord? Est-ce que, en sachant ce que tu sais, tu voudrais consommer ce que tu as créé? Est-ce que je voudrais avoir regardé cette propre vidéo que je suis en train de créer? La réponse c'est oui. Je suis en train de créer des vidéos que moi j'ai envie qu'on crée pour moi. Est-ce que si j'achète cette formation, si tu crées une formation, est-ce que j'achèterais cette formation en tant que client? Oui. Si la réponse c'est non, il y a un problème. Deuxièmement, pourquoi je voudrais tirer profit maintenant de cette opportunité? Troisième, qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? On reste toujours du côté du receveur, d'accord? On se met dans les chaussures du receveur. Après 3, c'est 4. Voilà. Donc, comment ce produit va me faire me sentir mieux à propos de moi, de ma famille, mon business ou mon futur ou ma vie? Je vais juste mettre mieux, d'accord? Donc, en quoi ça va améliorer mon bien-être, ma famille, mon business, mon futur, ma vie, enfin, de manière générale, peu importe. Forcément, c'est pas forcément tous les domaines, mais un des domaines. Pourquoi c'est mieux que de faire ce que je fais actuellement ou que de ne rien faire du tout? Donc, meilleur choix. Donc, du coup, pourquoi le fait de consommer ce produit, ça va améliorer les choses? D'accord? Si la personne elle achète un truc chez toi qui va lui faire dépenser de l'argent, mais derrière pas récupérer pas forcément immédiatement, mais sur les années, tu vois, c'est pas bon. Je veux dire, moi j'ai des clients qui travaillent avec moi, ça m'arrive, qui font par exemple 6 mois de coaching avec moi, et quand ils repartent, ils n'ont pas encore le succès financier, mais ils repartent avec des principes et une nouvelle éthique de travail. Et s'ils s'y tiennent, ils vont profiter en intérêt composé du retour sur investissement. C'est des clients plus débutants, souvent, parce qu'il y a un momentum à mettre en place, donc du coup, c'est plus difficile d'atteindre le résultat. Tu as déjà un client, tu gagnes 2-3 000 euros par mois, là on a déjà plus de levier, donc du coup on peut plus facilement, plus rapidement rentabiliser le coaching. J'aurai l'occasion d'en reparler, j'en ai parlé dans l'email de ce matin, une solution pour les gens qui démarrent, qu'est-ce que je peux leur proposer. Bref, dernier point, et alors? Donc, et alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça compte? À quoi ça contribue? Qu'est-ce que ça apporte? Et alors, pourquoi? Quel est le point? Voilà, c'est quelques petites questions rapides, très simples, pour te faire prendre conscience si ce que tu proposes, c'est prééminent. Et donc, c'est notamment la règle d'or, d'accord? Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse toi-même. Donc, est-ce que tu voudrais être dans une île de vente? Est-ce que tu voudrais avoir acheté ce produit? Est-ce que tu voudrais avoir suivi ce contenu? Est-ce que en sachant ce que tu sais? Et il y a souvent ce truc qui revient notamment du syndrome de l'imposteur. Si tu n'as pas eu les résultats, c'est pas un syndrome.
j'ai juste envie de dire ça. C'est pas, encore une fois, j'ai pas de jugement moraux. Moi, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, que ça marche pour lui, tant mieux. J'ai pas de, voilà. Il faut pas, voilà, moi, pour moi, j'observe les choses. Ce que je dis, c'est, est-ce que c'est un syndrome ou est-ce que c'est une imposture? Si c'est une imposture, c'est-à-dire que tu proposes quelque chose pour lequel tu n'as pas de résultat, tu n'as pas d'expertise réelle, parce que l'expertise, elle ne dépend pas du nombre de livres que tu as lus, elle dépend du nombre de résultats que tu as obtenus toi. Et ensuite, tes clients. Donc, si tu as des résultats, c'est un syndrome de l'imposture. Si tu n'as pas de résultats, c'est une imposture. Et donc, comment te mettre dans une position où tu n'es pas imposteur? D'accord, si tu veux résoudre un problème, si tu n'as pas de résultat, c'est que tu n'as pas encore résolu le problème pour toi. Donc, commencer par résoudre le problème pour toi. Mettre les mains au cambouis. C'est-à-dire qu'avant de devenir formateur, peut-être devenir freelance et le faire pour tes clients. Puis coach, puis formateur. D'accord? Souvent, c'est le raccourci, on veut directement devenir formateur. C'est-à-dire, tu as vu des formations de quelqu'un qui vend des formations sur Internet et du coup, tu veux te mettre à vendre des formations sur Internet. Ça, c'est le truc, c'est l'exemple même de ce qu'il faut pas faire si tu as envie de gagner de l'argent. Si tu m'as suivi jusque-là, cette vidéo, normalement, tu devrais avoir compris pourquoi. Voilà. Dernier point. À qui cette vidéo, elle peut servir? À qui si tu dois envoyer à une seule personne cette vidéo, à qui est-ce que tu l'enverrais? Si tu voudrais contribuer au bien-être de quelqu'un, à qui tu la partagerais? Libre à toi de lui partager ou pas. Moi, je suis pas là pour te dire quoi faire. Il n'y a pas d'appel à l'action à la fin de cette vidéo. Je veux apporter une contribution nette sans demander quoi que ce soit en retour. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.